Madame, Monsieur, bonsoir. Revenu de votre émission, la question palestinienne sur fond de dynamique des relations entre le Maroc et Israël. Un fait marquant et inédit dans les relations entre Rabat et Tel Aviv, l'État d'Israël reconnaît la marocanité du royaume sur ses provinces sahariennes. Un événement important qui vient consolider les positions du royaume à travers l'adhésion d'une large partie de la communauté internationale à la solution proposée par le Maroc aux différends sur le Sahara marocain. En effet, aux côtés des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de l'Espagne, des pays du Conseil de coopération du Golfe et de plus en plus de pays frères en Afrique, l'État israélien s'aligne sur une mouvance internationale qui consacre le plan d'autonomie proposé par Rabat comme seule résolution définitive à ce différend régional créé de toutes pièces par le voisin algérien. Et au-delà, les relations multidimensionnelles dans le cadre de l'accord tripartite du 22 décembre 2020 entre le Maroc, les États-Unis et l'État d'Israël devraient ainsi se renforcer et résonner en dehors de la région nord-africaine. En effet, dans un message et une invitation adressée par Sa Majesté le roi Mohammed VI au Premier ministre de l'État d'Israël, le souverain affirme que leur rencontre prochaine sera, je cite, une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien. Fin de citation. Acteur historique pour la paix et la stabilité au Proche-Orient et au Moyen-Orient, aussi modèle incontesté du vivre ensemble, le Maroc a depuis toujours prôné et clame encore le dialogue comme seul et unique moyen de parvenir à un règlement juste du conflit selon la solution à deux États. Et si cet accord tripartite aboutissait à la relance du processus de paix au Proche-Orient. Analyse et perspective ce soir en compagnie de nos experts. Avec moi sur le plateau, professeur Mostafa Sahimi, politologue et professeur de droit à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir professeur Sahimi, bienvenue. Bonsoir. Et se joint à nous par Zoom depuis Dubaï, professeur Mohamed Badin Liatioui, professeur de relations internationales et directeur du Master en diplomatie à l'Université américaine de Dubaï. Professeur Badin Liatioui, bonsoir et bienvenue avec vous encore une fois sur ce plateau de questions d'actu. Alors, je vais commencer avec vous, professeur Badin Liatioui. Un rappel du contexte international dans lequel intervient cette décision de l'État d'Israël. Et pour reprendre les termes du souverain dans sa lettre adressée au Premier ministre israélien, je le cite, « Votre décision est à la fois juste et clairvoyante, car elle s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays de toutes les régions du monde favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du royaume. » Fin de citation. Peut-être un rappel donc, pour commencer, du contexte international de cette reconnaissance israélienne de la marocanité des provinces du sud du royaume. Alors, on a une véritable dynamique positive qui a été engagée il y a maintenant plusieurs mois et même plusieurs années. Et Sa Majesté, lors de ses derniers discours, l'a clairement rappelé. Le prisme par lequel le Maroc voyait sa politique étrangère était la question du soutien au plan d'autonomie et la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, on a une dynamique qui est enclenchée avec des pays africains, des pays arabes, des pays européens, des pays d'Amérique latine qui ont choisi de soutenir le Maroc et de sortir quelque part de ce conflit artificiel qui dure depuis de nombreuses décennies, malheureusement. Et Israël vient consolider tout ça. Bien entendu, on ne peut pas analyser cette question de la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara sans analyser ce qui s'était passé en décembre 2020 et l'accord tripartite sur lequel on va revenir, je pense, certainement, entre le Maroc, Israël et les États-Unis. Donc, on a une véritable dynamique qui a été mise en place. La crédibilité et le sérieux, en fait, derrière le plan d'autonomie démontrent à la communauté internationale et à l'ensemble des pays des différentes régions que j'ai pu citer que finalement, la seule solution qui est sur la table et qui est à la fois réaliste, pragmatique et qui prend à la fois en compte des considérations historiques, juridiques et géopolitiques, c'est le plan d'autonomie qui a été proposé par Sa Majesté le Roi il y a plus de 15 ans maintenant
Et face à cela, en fait, on voit qu'il n'y a rien. Les adversaires et les ennemis, même de l'intégrité territoriale du royaume, se contentent de répéter les mêmes arguments depuis bientôt 50 ans, sans rien proposer, quelque part, face à la proposition marocaine. Donc, on voit qu'il y a une dynamique très positive. On a aussi, bien entendu, des pays qui ont choisi d'ouvrir des consulats. Israël va être l'un d'entre eux, avec un consulat à Dakhla. Et ça démontre, au-delà de la symbolique, une véritable volonté de soutenir le Maroc, à la fois d'un point de vue diplomatique, mais aussi avec des investissements à travers ces consulats qui vont servir de point de relais entre le secteur public et le secteur privé du Maroc et des différents pays concernés. Donc, je pense par exemple aux Émirats arabes unis où je réside, Bahreïn pour le monde arabe. On a eu le Guatemala ou le Suriname en Amérique latine. On a eu de nombreux pays européens, de nombreux pays africains. Et toute cette dynamique-là est très, très positive pour le Maroc et démontre finalement le bien fondé de sa démarche et aussi le sérieux et la crédibilité quelque part de cette démarche qui est reconnue par un nombre croissant d'États. Oui, absolument. Et une décision qualifiée par juste et clairvoyante par le souverain dans sa lettre adressée au Premier ministre de l'État d'Israël, professeur Sahimi, dans le langage diplomatique, et pour analyser ces termes de juste et de clairvoyance par rapport à cette décision d'Israël. Juste et clairvoyance, ce sont les deux qualificatifs du souverain dans cette lettre du Sa Majesté le Roi au Premier ministre israélien. C'est important, le choix des mots est extrêmement important. Tout à fait. Juste parce que c'est conforme à des positions de la communauté internationale, j'ai revenir, clairvoyante, parce que c'est ça qui est porteur de potentialité de règlement. Alors, sur le premier volet, pourquoi c'est une position juste? C'est la position de la communauté internationale, il faut le rappeler quand même. Depuis, vous savez, c'est une longue marche diplomatique du Maroc. C'est une longue marche, ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est une longue marche. Et ça s'est fait depuis la marche verte, j'y reviens pas, c'est connu, etc. Mais l'un des marqueurs de cette longue marche, c'est avril 2007, avec le dépôt par le Maroc du projet d'autonomie au Conseil de sécurité, 11 avril 2007, qui depuis donc 16 ans est tout le temps considéré comme sérieux, crédible, réaliste et pour un règlement de négocier. C'est extrêmement important que la plus haute instance onusienne, en l'occurrence le Conseil de sécurité, réaffirme depuis 2007 ces principes-là. Donc c'est bien une position juste de la communauté internationale. J'ajoute quand même que 83% des 193 membres de l'ONU sont pour la solution marocaine. C'est un pointage précis. J'ajoute l'Europe. L'Europe, 15% des 27 de l'Union européenne sont favorables. 15 pays des 27, 15 pays sont favorables au Maroc et les autres sont dans une position positive, etc. Sauf 3 ou 4 qui sont encore décalés, mais les choses vont se normaliser. Je ne parle pas de l'Afrique. L'Afrique, il y a plus des 2/3, 38 pays qui soutiennent activement la position marocaine. J'y ajoute le monde arabe, j'y ajoute les pays d'Amérique latine. Donc voilà quelque chose qui montre bien qu'il y a une capitalisation diplomatique qui avance. Le Maroc ne se borne pas, je voudrais le relever, ne se borne pas à gérer des acquis de manière confortable. Le Maroc a des acquis, mais il va plus loin, donc toujours avec une diplomatie de mouvement. Et c'est pour ça que vous avez fait référence à la qualification donnée par le souverain, donc à la reconnaissance israélienne des provinces aériennes. Juste, oui. Juste et donc clairvoyante, parce que c'est une bonne appréhension conséquente des réalités et des choses telles qu'elles sont. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant que l'État d'Israël, je dis bien l'État d'Israël, s'insère également dans cette dynamique, qui est une dynamique qui va tout à fait au-devant des positions marocaines. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, professeur Badil Yatioui, l'accord tripartite signé, je le rappelle, le 22 décembre 2020, entre le Maroc, les États-Unis d'Amérique et Israël. Le 22 décembre, donc, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait présidé la signature de cet accord historique. Je rappelle que aussi, à la suite donc de cette réception historique, cette déclaration conjointe avait été signée
elle fait office d'une véritable feuille de route sur laquelle les trois pays travailleront au niveau, donc c'était à l'époque au niveau de la question 1, de la question du Sahara marocain, des relations maroco-israéliennes, et 3, de l'instauration de la paix et de la stabilité dans le Moyen-Orient. Alors, en gros, c'est un accord tripartite, mais aussi se base sur ce triptyque. Sahara marocain, relations maroco-israéliennes et l'instauration de la paix et de la stabilité dans le Moyen-Orient. Rappelons avec vous l'essence de cet accord tripartite et de ce triptyque aussi. Avec plaisir. Alors, on a eu cet accord en décembre 2020 entre ces trois pays, comme vous l'avez très bien rappelé. Et en fait, on assiste depuis décembre 2020 à la déclinaison des différents aspects qui sont évoqués dans cette, je peux considérer être comme une feuille de route. Quand un événement de cette importance a lieu, et notamment sous la présidence et devant Sa Majesté le Roi, on a évidemment un certain nombre d'enjeux qui sont posés sur la table, parmi lesquels, bien sûr, la première cause, la priorité de la politique étrangère du Maroc et de sa diplomatie, qui est la question du Sahara. Donc les États-Unis, très vite, ont fait le pas, c'était même lié à cet accord tripartite avec Donald Trump, on s'en souvient. L'administration Biden a depuis confirmé, clairement très récemment, encore cette semaine. Donc on est vraiment sur une dynamique très très positive et des avancées très concrètes en termes de partenariat entre les États-Unis et le Maroc, d'un point de vue économique, d'investissement, mais aussi de partenariat stratégique et de soutien et de coopération sécuritaire. Avec Israël, on a cette volonté en fait de reprendre des relations qui avaient débuté il y a plusieurs décennies, qui avaient été interrompues au moment de la seconde intifada, et en fait on le sait, les relations entre la diaspora marocaine en Israël, la communauté juive marocaine qui est partie en Israël il y a plusieurs décennies, a toujours maintenu ou souhaité maintenir un lien finalement avec le pays de ses ancêtres, qui est aussi son pays. Et là, on a cette volonté de redynamiser tout cela et d'utiliser quelque part cet accord tripartite et bien sûr tout ce qui est arrivé derrière, les différentes rencontres qu'il y a eu entre différents membres des deux gouvernements, entre les présidents des différentes chambres parlementaires. On a une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Le secteur privé, la société civile, qu'elle soit marocaine ou israélienne, ont bien sûr aidé à la mise en place de nouvelles stratégies et de nouveaux partenariats, suite, bien entendu, à cet accord. Et on parle d'une communauté qui est autour de 700 000, 800 000 personnes en Israël. Donc, il y a une volonté claire de leur part, bien entendu, de maintenir le lien. Il y a une volonté claire aussi, bien entendu, du Maroc de les accueillir, puisque c'est aussi leur pays. Et donc, il y a cette avancée qui est très concrète et qui s'est faite. Et il y a un troisième élément qui est très important, c'est qu'on voit qu'il y a différents enjeux au Moyen-Orient, mais il y a différents enjeux également en Afrique, où les États-Unis, Israël et le Maroc peuvent jouer un rôle. Et les États-Unis comme Israël ont pris conscience de la place importante que le Maroc peut avoir, aussi bien en Afrique, puisque c'est sa position géographique, que dans le monde arabe en général, de par son influence. Et là, à ce moment-là, on a vu aussi différents types de partenariats qui se mettent en place et de coopération, et qui risquent, bien entendu, de se développer, de s'accélérer dans les prochaines années, et même dans les prochains mois, très certainement. Donc, on voit qu'il y a d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, qui ont fait un autre choix, qui est celui d'attendre un peu avant de normaliser les relations avec Israël, pour des raisons aussi qui sont intrinsèques et internes. Et on a d'autres pays comme les Émirats arabes unis ou bien Bahreïn qui ont franchi le pas quelques mois avant le Maroc et qui sont aussi sur des dynamiques de coopération assez fortes. Et tout cela, on peut se demander, bien entendu, comment est-ce qu'on va l'utiliser pour tenter de trouver une solution à l'impasse des négociations au Proche-Orient concernant le conflit israélo-palestinien. Et je pense que le Maroc, du fait de cette nouvelle dynamique, a toutes les cartes en main pour essayer, bien entendu, d'influencer du mieux qu'il peut de futures négociations entre le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne. Mais il y a plusieurs facteurs qui sont, bien sûr, on aura le temps d'y revenir, je pense, mais qui sont en dehors
de la capacité marocaine à influer, c'est la crise politique en Israël interne, bien sûr, avec la question des nouvelles législations de la relation à l'état de droit, et il y a aussi la problématique de la succession de Mahmoud Abbas en Palestine. Donc, ces éléments-là aussi ne favorisent pas la mise en place de négociations et une avancée concrète. Mais le Maroc, c'est toujours la même problématique. Le Maroc a la capacité d'influencer de futures négociations à condition que les gouvernements et les autorités des deux pays soient dans une dynamique positive et une volonté de commencer des négociations quelconques. Et Feu Sa Majesté Hassan II a très bien su l'utiliser à différents moments dans les années 80 et 90, quand il y avait des fenêtres de tir, et démontrer quelque part l'importance que pouvait avoir le Maroc entre Israël et le monde arabe, entre les États-Unis et l'autorité palestinienne. Donc, on espère que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on arrive à une situation similaire avec peut-être des avancées significatives déjà d'un point de vue interne, aussi bien en Israël et en Palestine, avec une volonté de reprendre le dialogue, peut-être aussi de nouvelles équipes, notamment on pense au cas de la Palestine avec la succession de Mahmoud Abbas. Et à ce moment-là, le Maroc aura toutes les cartes en main pour essayer de pousser vers la résolution de ce conflit qui dure depuis très très longtemps, malheureusement. Exact. Je voudrais peut-être, un commentaire, une réaction, Mustafa Sahimi, avant que je vous fasse réagir aussi à ce communiqué du cabinet royal, juste à l'issue de la signature de cet accord tripartite. C'était le 22 décembre 2020. Mais je vous laisse d'abord réagir aux propos du professeur Bediliati. C'est l'histoire qui doit être sollicitée. Je veux dire par là que la question palestinienne a toujours été une composante de la diplomatie et la politique étrangère du Maroc, depuis toujours. Je ne parle pas de la cause palestinienne pour ce qui est du peuple marocain, c'est une cause nationale, j'y reviens pas, c'est connu. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Quand il y a eu les entretiens qui ont conduit à des négociations à Camp David, le président Sadat est revenu vers son pays et il a demandé instamment à faire une escale au Maroc pour être reçu par Sa Majesté Hassan II. Il n'a pas demandé d'être reçu à Alger ou à Tunis. Pourquoi ? Parce que c'était important, parce que c'était un élément important du soutien, et il y a la sagacité du roi et toutes les mesures qui ont été prises. Je vous rappelle que le Maroc a toujours défendu une position sur la base de principes, mais aussi avec une fonction d'intermédiation pour rapprocher les parties dans la recherche d'une solution politique, donc avec les frontières, j'y reviens pas, le retour aux frontières, etc. 1986, le défunt souverain avait reçu qui à Ifrane ? Shimon Peres. C'est un acte politique extrêmement important, en 86, bien. Et donc, il y a tout ce qui a été fait sur ce plan. Je rappelle encore le sommet de Fès, sommet arabe de Fès, avec la délégation de 5 chefs d'État qui sont allés reçus par le président Reagan à la Maison-Blanche, précisément pour proposer donc ce plan de Fès, qui était une initiative. Donc tout ça a toujours mobilisé les efforts du Maroc. Maintenant, la position du Maroc est une position qui est conforme à la légalité internationale. Soutien à la cause palestinienne, soutien intangible à la cause palestinienne, mais également respect de la légalité internationale, laquelle le texte de référence, entre autres, c'est la résolution 242 du Conseil de sécurité du 23 novembre, donc 1967. C'est-à-dire 4 mois après la guerre des 6 jours. Et c'est sur cette base-là que le Maroc a construit donc, et mis en relief sa position diplomatique. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé, c'est ça qui est important. C'est une question, c'est une position qui n'a pas changé, qui reste cohérente depuis cet accord tripartite, où cette question-là, où la question palestinienne figure, je le rappelle, dans cet accord tripartite historique signé entre le Maroc, Israël et les États-Unis d'Amérique. Vous avez raison de le relever, c'est important, c'est-à-dire la constance du soutien de la solidarité du Maroc. Le texte de référence, entre autres, il y a des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité, c'est bien la 242 de novembre 1967. Qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution ? Retrait des territoires occupés, situation de normalisation de rapports pacifiés dans la région, c'est important, avec des frontières sûres et reconnues, et la question des réfugiés.
Voilà les 3 Et points. la question d'Al-Quds Est comme capitale de l'État palestinien. Donc, sur ce plan-là, le souverain, vous le savez, et le défunt souverain Hassan II et Sa Majesté Mohammed VI sont présidents du comité d'Al-Quds. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire, c'était Sa Majesté Hassan II qui avait été désigné donc, par ses pairs à la présidence du comité Al-Quds. C'est revenu naturellement à son successeur, en l'occurrence Sa Majesté Mohammed VI. C'est pour vous dire qu'au-delà de la personne, évidemment, il y a le soutien d'un pays. Donc voilà qui devait être dit. Maintenant, je voudrais relever aussi pour la différence entre la position marocaine et la position d'autres pays. Il y a eu dans l'histoire des positionnements arabes sur la question palestinienne, vous le savez, le front du refus. Oui. Front du refus avec Algérie, Syrie, etc. Bien, c'est un front du refus qui n'a pas permis d'avancer d'un iota sur la question palestinienne, sinon à radicaliser les positions des uns et des autres, à ne pas avoir beaucoup de visibilité à l'international et face à ce front du refus, ces positions maximalistes et inefficaces, la position du Maroc était celle du maintien et des principes de soutien à la cause palestinienne, mais en même temps la recherche de la paix. Finalement, la diplomatie, c'est quoi, vous savez ? La diplomatie, c'est pas faire la guerre. La diplomatie, c'est pas le refus. La diplomatie, c'est toujours le dialogue entre adversaires d'hier qui doivent se retrouver un jour pour une solution diplomatique. Telle est la position du Maroc. Alors, vous avez parlé justement de cette position quand même particulière et unique de Sa Majesté le roi Mohammed VI en tant que président du comité d'Al-Quds. Professeur Badil Yatioui, on connaît le caractère très particulier de cette ville sainte qui représente un ensemble de valeurs humaines suprêmes, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce vraiment... pourquoi le Maroc tient-il autant à préserver l'importance et le caractère particulier de cette ville sainte d'Al-Quds par rapport aux 3 religions monothéistes, on ne le rappellera jamais assez, et notamment, encore une fois, je reviens à cet accord tripartite, à cette déclaration tripartite. Alors, la question de la ville sainte de Jérusalem a toujours été au cœur des priorités de la diplomatie marocaine. Comme vous l'avez très bien dit, le comité Al-Quds est présidé par le souverain marocain. Auparavant, il avait été présidé par son père, Feu Sa Majesté Hassan II, et cela à la demande des autres chefs d'État musulmans. On parle du 3e lieu saint de l'islam. On sait aussi que après les événements de la guerre des 6 jours, 1967, après les événements de 1969, Hassan II avait été à l'initiative. Il avait exercé un grand leadership sur le plan international et bien entendu au sein de l'ensemble des pays musulmans pour créer une institution qui défendrait le caractère sacré de cette ville sainte, bien entendu, et ça fait partie des priorités. On sait aussi que les interlocuteurs israéliens auront beaucoup plus de facilité à négocier cette question-là, qui est une question centrale pour l'ensemble des musulmans de par le monde, avec le souverain marocain qu'avec n'importe quelle autre personne. Et donc, désormais, puisqu'on a ce qu'on appelle une normalisation, puisqu'on est parti sur des relations bilatérales normales, développées, etc., avec bien sûr, maintenant on l'a vu, prochainement l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv, certainement une ambassade à Rabat. Donc cette dynamique-là va aussi favoriser quelque part le canal direct pour négocier tout un ensemble de choses, puisqu'on sait que le caractère sacré de la ville sainte, le caractère musulman, est à de nombreuses reprises, il faut le dire, a été remis en cause par certaines personnes au sein de la société civile israélienne, par des éléments radicaux. Donc à ce moment-là, je pense que la diplomatie marocaine va pouvoir jouer son rôle pour essayer d'atténuer bien entendu les tensions et essayer de trouver une solution. Le professeur Srimi l'a très bien rappelé, le Maroc soutient finalement la feuille de route onusienne de ce côté-là, donc 2 États, Jérusalem-Est comme capitale, et si on va avoir Jérusalem-Est comme capitale, il faut bien entendu préserver le caractère sacré de la ville sainte. Donc l'ensemble de ces éléments-là
En notant quand même, professeur Badil Yatioui, que le Maroc a toujours et a maintes fois exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, notamment suite aux exactions, que ce soit sur l'esplanade d'Al-Aqsa ou tout récemment dans le camp de Jénine, mais en tout cas, les prises de position du Maroc sont très claires et affichées à l'international. Clairement, le Maroc condamne et rejette toutes sortes d'agressions israéliennes contre un Palestinien ou une Palestinienne ou aussi un endroit aussi sacré que celui de l'esplanade d'Al-Aqsa. Il faut bien le rappeler aussi. Rappeler, puisque le Maroc et sa diplomatie ont toujours condamné fermement les différentes exactions qui ont pu avoir lieu au sein de la ville sainte ou même à différents endroits, comme récemment à Jénine, les événements tragiques qui ont eu lieu. Et la diplomatie marocaine a toujours été dans la droite ligne, comme l'a très bien dit le professeur Sahimi, des déclarations onusiennes et de la feuille de route onusienne avec 2 États côte à côte et Jérusalem-Est comme capitale. Donc, on se doute que tout cela va continuer, va même se renforcer, puisque les canaux diplomatiques vont être beaucoup plus simplifiés entre le Maroc et Israël désormais. Il y aura une ambassade marocaine à Tel Aviv et le Maroc n'hésitera pas à rappeler fermement, s'il le faut, les différents principes liés au droit international que Israël est tenu bien entendu, de respecter comme n'importe quel État, et bien sûr la défense des Palestiniens, qui est un élément très important, tout comme le caractère sacré de la ville sainte de Jérusalem. Et ces appels aussi à répétition du Maroc à la communauté internationale pour intervenir, pour faire cesser l'agression subie par ce peuple palestinien. Oui, professeur Sahimi, je vois que vous avez envie de réagir peut-être à cela. Mais ma question aussi est pourquoi et comment vous pensez que les relations entre le Maroc et Israël, de plus en plus solides soient-elles, serviraient cette cause de la paix au Proche-Orient? J'y viens. En rappelant d'abord les accords du 22 décembre 2020. C'est un accord tripartite entre qui? Les États-Unis, première puissance mondiale, le Maroc et Israël. Nous sommes dans un schéma particulier, c'est-à-dire voilà 3 pays qui décident donc de signer des accords entraînant à terme la normalisation évidemment des relations avec Israël, la reprise des relations en normalisation, mais c'est un triptyque, voilà. C'est trilatéral. Trilatéral. Il y a 2 bilatéraux qui sont dans le trilatéral. Je m'explique. Il y a le bilatéral États-Unis-Maroc, qui donne des potentialités exceptionnelles sur lesquelles je ne vais pas revenir. Donc, coopération sur tous les plans. Il y a un bilatéral Maroc-Israël. Et évidemment, ça donne lieu également à une accélération et un développement de la coopération. Ces 2 bilatéraux s'additionnent et de manière même synergique pour s'installer et faire fructifier les accords tripartites. Et précisément pour ce qui est de la question palestinienne, c'est important parce que les 3 pays ont consacré un certain nombre de principes et le Maroc était particulièrement sourcilleux sur le fait que la cause palestinienne devait être réglée suivant des modalités définies. J'y reviens pas, 2 États, des frontières sûres et connues, Jérusalem-Est donc comme capitale de l'État et un processus de négociation. C'est une position historique, mais qui trouve un cadre d'expression, de traduction dans les accords du 22 décembre 2020. Donc ça vient se surajouter à tout le corpus onusien, les différentes résolutions du Conseil de sécurité. Plus encore, ça tranche avec des approches populistes et de surenchère. Un certain nombre de pays. Quelles sont ces approches? Voilà. Ah ben, je vais vous donner un exemple. Vos propos, votre propos. Je vais être clair. J'ai fait fin octobre 2022, une semaine avant le 30e sommet arabe qui s'est tenu à Alger. Le chef de l'État algérien réunit quoi? Les 12 factions palestiniennes, avec Mahmoud Abbas, président de l'autorité, en disant c'est l'unité. Nous allons faire de ce sommet, de cette réunion pré-sommet arabe, le sommet de l'unité des rangs palestiniens. Où on en est 8 mois après?
qu'est-ce que la diplomatie algérienne a apporté quelque chose? Il n'y a toujours pas d'élection. Non, bien sûr. Voilà, justement, pour porter à la même, tête de cet État palestinien mais oui. un nouveau leader. Ça, c'est du populisme et de la surenchère. C'était d'ailleurs pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il avait besoin de montrer qu'il avait une stature qui dépassait l'Algérie, qu'il avait des vues sur des processus de paix au Moyen-Orient, etc. Les surenchères aussi, les surenchères existent. Dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, j'y reviens pas, ils sont connus. Donc nous sommes en face de deux modèles, de deux formats. Le format de la recherche diplomatique, laborieuse, pas à pas, d'un processus de règlement, et nous avons les postures et les envolées habituelles d'un certain nombre de pays qui ne proposent rien et qui font pas montre d'une grande solidarité à l'endroit du peuple palestinien. Enfin, un dernier point, il faudra bien un jour s'asseoir à une table de négociation. C'est la position du Maroc. Le Maroc a une position de fermeté qui a été rappelée lors de ses interventions ici. Fermeté sur la base d'un certain nombre de principes. Sur ça, et d'ailleurs le souverain l'a dit, c'est une cause nationale, comme la cause du Sahara marocain. Ça a été dit par le souverain. Bien. Donc nous sommes dans une situation de fermeté. Il y a effectivement des paroles, il y a des messages très forts actes. Et il y a des actions. Bien sûr. C'est quand même le Maroc qui finance 90% du budget de et les Marocains. On le dit. Oui, bien sûr. Les Marocains contribuent quotidiennement. Bien sûr, à participer et tous les contribuables marocains et marocains. En plus, c'est une solidarité agissante. Ce n'est pas une solidarité de tribune et d'effet de manche. Qui a installé des hôpitaux dans les camps de réfugiés? C'est le Maroc. Qui a organisé des opérations de soutien humanitaire et autres, etc.? C'est le Maroc. C'est pas un certain nombre de pays. Enfin, dernier point, la fermeté, oui, sur les principes, mais la fermeté n'exclut pas un processus de règlement et la recherche d'un processus de règlement. Mais le processus de règlement et de négociation ne peut se faire sans la volonté des principales parties prenantes. Je voudrais sur ce point ajouter, si vous le permettez, c'est en normalisant ses relations avec l'État d'Israël que le Maroc a la possibilité de peser davantage sur l'État d'Israël pour l'amener à un processus de négociation. Ce n'est pas la politique de l'excommunication de l'État hébreu qui peut conduire cet État hébreu donc à une politique de compromis, bien au contraire. Il faut, vous savez, je vais résumer, il faut sécuriser le peuple israélien. Donc il faut qu'il y ait des pays, dont le Maroc, il faut qu'ils donnent des gages de crédible de recherche d'un processus de règlement. Et le Maroc est le mieux placé à cet égard. Très bien. Alors, justement, comment cette invitation entre-t-elle dans le cadre de ce que vient d'expliquer professeur Srimi en ce qui concerne ce rôle du Maroc et cette invitation adressée par Sa Majesté le roi Mohamed VI au Premier ministre de l'État d'Israël pour une visite au Royaume? Professeur Badiliachi, oui. Alors, on se doute que l'invitation royale, bien sûr, va engendrer un certain nombre de discussions. Il va y avoir la relation bilatérale entre le Maroc et Israël. Il va y avoir la question de cette reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et bien entendu, la question palestinienne et la résolution de ce conflit. Et Sa Majesté le Roi, bien entendu, va essayer de peser de tout son poids pour influencer un début de négociation, privilégier bien sûr un retour à la table des négociations, puisque ça fait un certain nombre d'années qu'il n'y a pas eu de véritable négociation sur les enjeux importants entre ces deux populations, la population israélienne et la population palestinienne. Et malheureusement, comme le professeur Srimi l'a très bien expliqué, on a un certain nombre d'États qui continuent de faire de la surenchère et qui continuent d'utiliser la question palestinienne à des fins de politique intérieure, finalement. Et ce que va essayer de faire Sa Majesté le Roi en recevant Benjamin Netanyahou prochainement, ça va être d'essayer de peser de tout son poids pour essayer de le convaincre d'avoir de futures négociations et aussi du bien fondé de ces négociations, aussi bien pour le peuple palestinien, bien entendu, mais aussi pour la sécurité d'Israël, qui est la priorité de Benjamin Netanyahou. Et un certain nombre de pays
qui ont normalisé avec Israël vont essayer de le faire, mais le Maroc a cet avantage-là, bien sûr, de l'histoire. Sa Majesté Feu Hassan II l'a très bien fait à de nombreuses reprises. Il a servi quelque part de relais entre Israéliens et Palestiniens. Il a été aussi celui qui a donné une certaine impulsion à un certain nombre de dossiers liés à ce conflit. Donc, Sa Majesté Mohammed VI va essayer de faire la même chose dans un contexte, bien sûr, qui est extrêmement différent, mais il va essayer de peser de tout son poids pour faire avancer la cause palestinienne, faire avancer la cause aussi de la sacralité de la ville sainte de Jérusalem, et sans discussion directe finalement avec les principaux acteurs et les principaux protagonistes, difficile de faire avancer cette cause-là, puisqu'on a très bien vu, ceux qui se contentent d'avoir des formules creuses pour défendre le peuple palestinien n'ont jamais fait avancer d'un iota la moindre chose ou le moindre élément. Donc c'est ce que va s'atteler à faire Sa Majesté le Roi, et on lui souhaite beaucoup de succès, bien évidemment. En témoigne d'ailleurs cet hommage au rôle de leader de Sa Majesté le Roi Mohammed VI rendu par les ministres des Affaires étrangères du mouvement des non-alignés, qui ont salué les efforts déployés par le souverain en tant que président du comité Al-Quds, on l'a dit, et de l'Organisation de la coopération islamique. Et aussi, ils ont vraiment mis en avant ce rôle de leader, parce que c'est quand même unique dans la région et dans le monde arabo-musulman. Professeur Sahimi, vous vouliez rajouter? Oui, vous avez raison de le relever. Une diplomatie n'a de portée que si elle est incarnée par un profil crédible. Dans des pays voisins ailleurs, il y a des chefs d'État dont la voix ne porte pas. Elle est inaudible internationale. Alors, il faut bien relever que le souverain est salué à l'international par les grandes puissances toujours pour son leadership. Je sélectionne les mots que j'ai retenus: personnel, moral et politique. C'est important, c'est-à-dire que c'est audible, c'est crédible, et c'est crédible pour deux raisons: du fait d'un parcours, d'un historique, et du fait de propositions d'anticipation de règlement. Je résume, la diplomatie marocaine est une diplomatie de paix. Nous ne sommes pas exportateurs de belligérance et de conflictualité. Vous m'avez compris, vous savez très bien à quoi je fais référence. Nous sommes producteurs de paix et de stabilité. C'est précisément dans ce cadre-là que le Maroc projette et met en œuvre sa politique au Moyen-Orient. Et il est pour le rapprochement des peuples, il est pour la recherche de la paix et de la stabilité. Il se trouve qu'il y a une situation complexe qui est celle de la question palestinienne, d'Al-Quds, etc. Et le Maroc, de nouveau, se remet à l'œuvre pour faire des propositions. Il y a autre chose qu'il faut ajouter. C'est parce qu'il y a cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël, et qu'il y a cette invitation royale au chef de l'exécutif israélien, que nous pouvons envisager le format du Negev 2, qui, pour l'heure, vous savez, a été reporté à la rentrée. Ça va forcément, pour qu'il y ait Negev 2, il faut que le Premier ministre israélien prenne des actes qu'il installe, lui et son gouvernement, dans un processus de paix. Ça veut dire que la politique qui est menée ces jours-ci, depuis des semaines, etc., par ce gouvernement israélien doit être revue et corrigée, et qu'elle n'est pas tenable. Elle n'est pas de nature à créer à terme, dans 2-3 mois, les conditions favorables pour la tenue de Negev 2. Et c'est pour ça que le Maroc est à l'aise, et je pense que ça sera dit en termes clairs lors de la visite du chef de l'exécutif israélien. Vous voulez la paix, il faut donc s'installer dans un schéma et des procédures de paix. Et c'est comme ça qu'on pourra tenir peut-être le Negev 2 à la rentrée, comme ça a été dit par notre ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Et pour reprendre les termes dans le message du souverain adressé au Premier ministre israélien, où se dessinent les contours d'une paix régionale durable. Oui. Un message venant quand même d'une terre de dialogue, d'une constitution qui promeut et qui consacre la multiplicité comme dans son préambule, la multiplicité de l'identité marocaine, bien évidemment. Et là, je fais bien sûr allusion à cette identité juive marocaine. Et je voudrais juste rappeler ce message qui a été adressé par le Conseil à la sécurité nationale de l'État d'Israël, Meir Ben Shabbat,
qui, donc, devant le souverain, avait exprimé sa profonde estime pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour son leadership courageux et sa vision éclairée, marqué sa déférence lors de l'audience par le traditionnel Allah Ibarak Famar Sidi, et il s'est dit fier de se retrouver au royaume à la tête d'une délégation israélienne officielle pour établir des relations avec le Maroc, convaincu que les liens entre le palais royal et en fait l'ensemble des Marocains avec les Juifs du Maroc constitueront un pont entre les deux pays et l'une des fondations de la paix entre les deux peuples. C'est très beau, j'ai trouvé ce message, il reflète vraiment cet amour que portent ces Israéliens d'origine marocaine, ces Juifs marocains installés en Israël, pour le Maroc, pour bien sûr, c'est la terre de leurs ancêtres, mais pour les monarques et tout particulièrement pour Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est du patriotisme. Et c'est pas que pour Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est du patriotisme. Oui. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Dans certaines maisons israéliennes, à Jérusalem et ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans les salons? Il y a la photo de Mohammed V. Oui. Et oui, parce qu'il y a la mémoire. Il y a la mémoire, donc Mohammed V était un juste qui avait sauvé, vous le savez, oui. les ressortissants, les juifs, etc., qui avaient refusé, qui avaient eu cette phrase célèbre, quand on lui avait demandé de sélectionner les juifs pour les envoyer, il a dit ici, il n'y a pas de juifs, il n'y a que des Marocains. Marocains, oui. Ouais, c'est extrêmement important. Alors, je voudrais ajouter ceci, c'est-à-dire qu'il y a là une obligation pour l'État israélien d'assumer un cahier de charges. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de bricoler, comme vous l'avez dit, un accord conjoncturel de 3 semaines. Il s'agit de réunir les conditions d'un accord durable et l'État israélien va être mis devant ses responsabilités parce qu'avec cette normalisation et l'option d'un sommet Negev 2, s'il a lieu à la rentrée, ça impliquera des comportements et forcément des concessions. Et un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Dans les relations entre Tel Aviv et Rabat, mais aussi à propos de la question palestinienne. Je crois que c'est important, cette contrainte-là va entrer dans le cadre du format de Negev 2, mais elle est également liée aux accords du 22 décembre 2020, où la puissance américaine, les États-Unis, était là comme partie prenante. Oui. Mais c'est ce qu'on rappelait au début de cette émission, c'est-à-dire que les 3 pays travaillent au niveau de 3 points majeurs et 3 bases. C'est la question du Sahara marocain, des relations maroco-israéliennes, de l'instauration de la paix et de la stabilité dans le Moyen-Orient. Et c'est ce qui est stipulé dans cet accord tripartite qui a été signé il y a près de 3 ans. Enfin, 3 ans, le 22 décembre 2023, cet accord tripartite soufflera sa 3e bougie. Je voudrais revenir sur ce rôle catalyseur de la communauté juive d'origine marocaine avec vous, Mohamed Badini Yatioui. Et de rappeler aussi ce message à la diaspora marocaine, juive marocaine en tout cas, ce message de Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Rappelez-vous, c'était le 20 août dernier qui avait parlé directement à cette communauté marocaine établie à l'étranger pour qu'elle continue à défendre les intérêts du Maroc dans leurs pays respectifs. Mohamed Badili Yatioui. Oui, comme vous l'avez très bien rappelé, le souverain avait insisté là-dessus lors du dernier discours célébrant la révolution du roi et du peuple, et c'était important de le souligner puisque ça démontre bien sûr la dynamique des relations qui peuvent exister entre le Maroc et Israël, mais au-delà de ça, la communauté juive marocaine est bien au-delà d'Israël. Elle se trouve en Europe, elle se trouve en Amérique du Nord et bien ailleurs. Donc, il était important de souligner le lien défectible qui existe entre eux et leurs souverains et entre eux et leur pays. D'ailleurs, le souverain souligne régulièrement dans ses discours la part que les Marocains résidant à l'étranger, quelle que soit leur confession, entendent jouer et doivent jouer pour le développement du royaume. Donc là, c'était tout à fait normal de le faire et on espère que dans les prochaines années, dans les prochains mois, dans les prochaines années, les projets vont se développer, bien sûr, et que les initiatives individuelles ou bien collectives de cette partie importante de la société civile marocaine à l'étranger vont continuer de se développer et d'investir, pourquoi pas, dans différents projets
bien sûr de Tanja al-Bouela, comme on dit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour le royaume, et le souverain, bien entendu, est le premier à en avoir conscience, et il a toujours voulu souligner l'identité juive qui existe au sein de la société marocaine. Et comme vous l'avez très bien dit, il l'a fait inscrire dans le préambule de notre constitution, de la constitution de 2011. Et ça, c'est une avancée certaine. C'est bien sûr une singularité marocaine dont on peut être fier. Cette finalement multiplicité des origines et des influences qui peuvent exister au sein de la société marocaine. Et c'est quelque chose qui sera très important au Maroc, pour le Maroc, pardon, pour se développer dans les prochaines années et prochaines décennies, puisque sans prendre en compte l'ensemble des influences et des origines, il est, selon moi, impossible de créer un développement vraiment prospère et inclusif. Et cette partie-là de la société marocaine est bien entendu très importante où qu'elle se trouve de par le monde. Où qu'elle se trouve de par le monde, ou d'où elle vient de par le Maroc. Et il y a dans cette communauté de juifs marocains certains dont les ancêtres viennent du Sahara et donc des provinces du Sud. C'est un label marocain, c'est un Made in Morocco. Oui. Et oui, qui distingue le Maroc. Quelle est la constitution où il y a la reconnaissance d'une multiplicité de composantes? Il n'y en a pas. Prenez toutes les constitutions, etc. Donc c'est extrêmement important que ce préambule de la Constitution de 2011, qui accorde une place de citoyenneté à part entière et en même temps la reconnaissance du pluralisme linguistique et culturel. Tout à fait. Et cultuel. Et cultuel. Merci beaucoup, professeur Mustapha Shehimi. Merci, Mohamed Badili Atioui. Merci à vous également de vous joindre au débat ce soir. Merci. Oui. Et bien évidemment, je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité à Questions d'Actu et à Média TV. Très bonne soirée à tous.